Remontage de porte, passage de roues, encadrement de fenêtres. Aujourd'hui, on met les bouchées doubles pour arriver jusqu'à la restauration complète du toit. Je m'appelle Constance et dans cette série de vidéos, je vous propose que nous retracions ensemble la restauration complète de mon Eriba Puch de 1974, baptisé Sunny. Vous pourrez suivre le démontage et la refabrication complète de cette petite caravane avec son lot d'embûches, de fou rire et quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront si vous avez le même type de projet. Dans le 3e épisode, nous avions démonté la porte, mais il reste encore pas mal de boulot. Je commence par enlever la grille, tout le mastic dessous, et je la redresse puis la nettoie. Ensuite, le revêtement intérieur de la porte. Le plastique est fendu à plusieurs endroits. Pour le réparer, je mets du scotch ultra résistant à l'intérieur et sur la partie visible du mastic que je ponce soigneusement. Une fois les réparations terminées, je passe une couche de résine d'accroche et une peinture spéciale plastique, couleur terracotta. J'adore le rendu, elle paraît toute neuve. La grille d'aération est fatiguée, mais après hésitation, je décide de la laisser comme ça. Par contre, le support de fixation sera refait, ponçage et lasure. La moustiquaire, elle, bien lavée. On passe à la poignée de porte. Après nettoyage, je change le joint rouge. De tous, c'est le joint où j'ai le plus bataillé. Quand on le rentre d'un côté, il sort de l'autre. Ma technique, des mini-pinces et du scotch. Et j'ai laissé poser le tout quelques jours, le temps que les coins se fassent. Avant le remontage, un joint d'étanchéité est posé au dos. Je pars ensuite côté extérieur avec mes mots doux au carrossier et les tôles fraîchement peintes. Après vérification avec les pinces, je colle les tôles sur la structure au Sika 11FC comme à l'origine. Puis je laisse poser 24 heures. Le rail central a souffert d'un vissage anarchique de cale-porte. On le redressera plus tard. La colle ayant bien pris, passons maintenant à l'isolation. Quand j'ai refait la porte, je n'étais pas encore décidée sur l'isolant global. J'ai donc fait cette partie, comme à l'origine, mais avec du polystyrène neuf. Mis à part les petits morceaux qui volent partout, ça se coupe et s'installe très facilement. Mon conseil est de faire ça dans une pièce fermée et de passer l'aspirateur après. On remonte ensuite les charnières, la partie intérieure avec la grille vissée sur le cadre en bois. On visse ensuite la partie de la serrure extérieure à celle de l'intérieur et la poignée de tirage. On installe ensuite le cerclage de la porte qui est vissé tout autour sur la structure et on se délecte enfin d'un test sur la caravane. Il faut poser le rail arrière pour qu'il tienne la tôle au niveau de la plaque d'immatriculation. Après un bon nettoyage, de nouveaux joints rouges et un mastic neuf sont posés. Après avoir enlevé les vis qui tenaient la tôle pendant la peinture, j'installe les deux rails, les premiers, une belle étape très satisfaisante. Avant d'installer le plancher, il faut continuer à passer les câbles électriques, notamment les feux de gabarit, deux plaques arrière et le câble de 220 qui va du coffre vers l'arrière et le deuxième vers l'avant. Comme à l'origine, je recouvre les passages de roue d'une feuille de polystyrène que je colle sur chaque côté. Je fais cette opération avant le montage du plancher car la face carrosserie ne sera bientôt plus accessible. Et tant que j'y suis, je prépare une couverture du passage de roue en simili-cuir. Après avoir coupé une bande qui fera tout le dessus, je prépare les côtés. Je fais mes ajustements avec des pinces directement sur le passage de roue, en mettant les tissus envers à l'extérieur. Une fois la face avant coupée, je la couds à la bande du dessus, endroit contre endroit, et je retourne le tout. Après avoir fait le petit morceau arrière, je surpique le tout. Après tous ces détails, il est temps de remettre le plancher. Je commence par la partie du fond et je vérifie bien que le passage des câbles électriques ne coince pas. Je remets ensuite le vieux lino, juste pour vérifier si tout va bien, et je fais des notes pour la découpe du nouveau. Alors pour le lino, on peut se servir de lui, mais on va dire il faut plus grand. Ça cadre. On prépare ensuite le matériel pour les abdos. Non, pour éviter les passages de roue. J'avais finalement raison, c'était une belle séance d'abdos.
Pas facile de poser les rivets couchés sous la caravane, je me tortille comme un ver. Le plancher avant retourne aussi à sa place avec les passages de roues. Je décide enfin de changer la grille du gaz pour un modèle plus récent. Je découpe le plancher à la scie sauteuse et installe la nouvelle grille. Une bonne étape de faite. Le plancher, les passages de roues et le gaz sont maintenant en place. Et si on se reposait un petit peu? On n'est pas bien là? Le plancher étant à sa place, je prends de la hauteur pour visser les encadrements de fenêtres. Ce sont majoritairement les morceaux d'origine qui ont été poncés et lasurés. On enchaîne avec les autres fenêtres et la porte. Un gros morceau nous attend maintenant, le toit. Tout d'abord, faisons un état des lieux. Des coulures sur le bord, beaucoup de trous de toute taille, le frottement de la réhausse et encore de multiples coulures. Sécurité avant tout, je me protège et j'attaque le ponçage en extérieur. Je vais ainsi passer un après-midi complet à jongler entre ma petite ponceuse triangulaire et ma ponceuse sans fil rotative. Pour le papier, il faut d'abord faire un test avec un grain moyen, mais finalement j'ai poncé une première fois avec un gros grain, puis un moyen. J'ai enlevé toutes les coulures et mis à jour plusieurs réparations au mastic. Voilà pour le grand toit. Après ponçage, j'essuie bien le support. Je passe ensuite à la réhausse avec ses parties abîmées, les restes de silicone sur les trous de vis, peu de traces de coulure, mais beaucoup de petits trous aussi sur la surface. Les deux parties du toit auront donc droit au même traitement. Avec le ponçage, on voit vite que le toit a été réparé et repeint. Pour la suite, j'espère juste que c'était avec une peinture adaptée. Après un bon dépoussiérage, je frotte les surfaces à l'acétone avec une microfibre. Le toit en polyester de l'Eriba est comme une coque de bateau. Pour l'imperméabiliser, il est recouvert d'un gel-coat. Celui de Sony est abîmé, comme vous l'avez vu. Alors on va le refaire. Étape 1, le matériel. Étape 2, maîtrise de la température. On est en été. Il va donc falloir l'appliquer à 6 h du matin, car il fait déjà très chaud. Les éléments doivent être soigneusement mesurés et le mélange vite appliqué. À cette température, à peine 20 minutes avant que tout ne fige. Conseil du fabricant, mettre des gants, lunettes et un masque pour ne pas respirer les effluves qui peuvent être toxiques. Le résultat est comme une peinture assez épaisse, granuleuse. Le toit retrouve un aspect blanc et solide. Pas totalement satisfaite, je fais une deuxième couche 2 jours plus tard. Et vu la vitesse à laquelle le tout sèche, je fais ça très tôt et je ne traîne pas, ni pour le mélange des produits, ni pour l'application. Blanc sur blanc, faut pas se louper non plus. Ici, en accéléré, la totalité de la couche de gel-coat sur la réhausse. Ne connaissant pas bien le gel-coat, je décide de faire un premier ponçage à la main. Je prends une cale et commence par un grain fin, pour passer assez vite sur du plus gros. C'est extrêmement poussiéreux. Il faut obligatoirement un masque, un local aéré et aspirer régulièrement. Malgré la viscosité du gel-coat, après séchage, je retrouve certains trous présents avant le ponçage. Pour n'en oublier aucun, je les repère avec un crayon à papier. À l'aide d'une lampe, je m'assure de les avoir tous repérés et comme vous pouvez le voir, il faut absolument combler tous ces trous. À l'aide de mastic polyester, je fais le tour du toit et bouche tous les trous précédemment repérés. 31 juillet, je ponce le mastic et continue le ponçage du gel-coat. Ponçage du gel-coat, deuxième partie. Donc l'idée, c'est de passer une structure très rugueuse comme ceci, faite par le rouleau à peindre, et aller au plus fin pour arriver à quelque chose qui s'approche de ça et encore
Là, il y a encore des petits trous. Mais voilà, pour avoir un aspect un peu plus lisse et brillant. Très vite, j'abandonne la cale à poncer pour sortir ma ponceuse électrique. Je me rends bien compte que ça risque d'être long. Le papier à poncer s'encrasse très vite. Ici, je suis passée à la ponceuse rotative que je dois très régulièrement recharger. Après presque 1 heure de ponçage à différents grains, j'ai toujours des petites aspérités. Ça donne envie de baisser les bras. Il y a des endroits qui sont complètement lisses. Des endroits où il y avait plus de peinture, j'imagine. Mais voilà. J'en ai pour 3 ans à peine à poncer tout ça. Après un très long ponçage, on arrive enfin de cette texture. On a déjà quelque chose de plus lisse, surtout devant. On voit encore quelques traces, mais il me reste le passage au 600 et au 800. Je m'entête à vouloir une surface lisse et brillante, alors je continue à poncer encore et encore, avec comme meilleure motivation la musique dans le casque pour ne pas finir zinzin. Dans une restauration, il y a toujours des étapes qui paraissent plus longues. En voici une. Franchement, j'en avais aussi marre que j'avais mal au bras. Et à force de ponçage, on y arrive doucement. J'ai passé 2 jours blanches et tout le garage a aspiré. Je passe ensuite une microfibre humide sur le toit pour enlever les restes de poussière. Et cela révèle une texture assez proche de ce que je voulais. Après une aussi grosse étape, je vous propose quelque chose de plus rapide et de mettre le feu à mamie. Après avoir rénové les platines des feux de gabarit, je mets des scotch sur la carrosserie pour repérer leurs futurs emplacements. Le rendu me convient, alors je perce la tôle, en serrant les dents, je mets un passe-câble et je fixe le feu. Le premier est posé. Pour les suivants, il me manque le joint, alors je prends une chambre à air et à l'aide d'un patron, je découpe en m'aidant du capuchon. Je reporte le patron sur la chambre à air avec un stylo blanc et après découpe, voilà un joint sur mesure. Je passe ensuite au feu arrière avec la même méthode. J'installe la platine en respectant les couleurs de fil. Je m'extasie ensuite devant ces magnifiques feux et leur cerclage métallique. Je suis fan. Reste ensuite à trouver l'emplacement des petits feux de plaque à LED. D'origine, c'est un long feu. Alors il faut s'assurer que la plaque trouve toujours sa place. Voilà. J'attrape ensuite mon fidèle cahier avec mon dessin du faisceau et les couleurs correspondantes à chaque feu. Branchement provisoire pour tester le tout. Seul, ce n'est pas très pratique, alors j'embauche un enfant. Freine. Lâche. Nickel. Enlève les warnings. Mets clignotant d'un côté. Gauche, c'est ça? Droite maintenant? Bon ben je suis là, avec les ampoules ça marche pas, et puis quand j'approche ma LED, ça marche. Mais je peux pas mettre la LED parce qu'il a été réparé. Bouge pas. Ce feu de gabarit acheté d'occasion sera remplacé à la fin de la restauration. Dans le prochain épisode, on va définitivement fixer le plancher, dérouler le lino et isoler mamie à l'Armaflex.